Bonjour, c'est Paul Donaté. Cette année, je vous donne rendez-vous régulièrement afin de vous présenter la vie d'artistes de notre quotidien. En effet, leurs parcours sont souvent très inspirants, peu importe leur niveau de notoriété. Dans une première partie, je vous emmène en immersion totale dans la vie de mon invité du jour grâce à une bande-son millimétrée pour vous. Dans un second temps, je vous invite à nous retrouver l'artiste et moi-même pour réagir à son parcours et faire un point sur son actualité. Bienvenue dans mes Polaroid Portraits. Aujourd'hui, évoluons ensemble dans l'obscurité fascinante de l'art. La satanée dévoile un univers où chaque trait de crayon raconte une histoire mythique et passionnelle. Hantée par le doute, elle a longtemps hésité avant de s'affirmer en tant qu'artiste d'illustration, mais sa musique et ses mots ont toujours révélé son âme créatrice. Son engagement féministe transparaît dans ses actions célébrant la force des femmes. Plongeons dans la vie d'Agathe, une artiste complexe et audacieuse, dont le parcours inspirera chacun d'entre nous. Nous sommes à Paris en 1987. Un homme, ingénieur, et sa femme, infirmière en psychiatrie, donnent naissance à une petite Agathe, le 16 septembre. Elle est la première et la seule fille d'une fratrie de 3 enfants. Plus tard, suivra Paul Arthur et Rodolphe. Suite à la naissance de ce petit monde, Corinne, la maman, quitte son travail et décide de se consacrer pendant une dizaine d'années à ses enfants. C'est ce qui va probablement initier au plus tôt la jeune fille aux joies de la création. Corinne est une femme créative qui aime la culture et l'art. C'est donc tout naturellement qu'elle accompagne régulièrement la petite troupe à se cultiver et à s'ouvrir aux expressions artistiques de tout horizon. Souvent, les enfants vont au parc pour se détendre, mais pour eux, bien souvent, ce sera au musée et à la bibliothèque qu'ils découvriront leur monde. Ici, Agathe aime regarder les images, toucher les lignes, sentir le papier qui sent bon. De son œil vif et curieux, elle scanne les couleurs et les différents types de dessins. Elle aime aussi lire et ainsi magnifier dans son esprit les visages des personnages de ses contes favoris. Une fois à la maison, de temps en temps, Corinne sort les pinceaux, les crayons et la peinture. Elle aime confectionner des toiles et faire ses propres œuvres. Pendant ces moments de création pure, Agathe regarde sa mère et l'observe. Probablement avec inconscience, elle scrute le coup de main de la peintre, puis regarde le résultat, comprend la différence entre la réalité et le trait, prend conscience de ce que le dessin peut apporter à l'esprit. À son tour, la jeune fille prend le crayon, le pinceau et s'exerce tous les ans un peu plus. Aujourd'hui, la jeune Agathe dessine bien. Tout ce qui peut apporter à la création est pour elle un outil essentiel à acquérir. Ça peut servir, toujours inconsciemment, quand elle regarde un film, joue aux jeux vidéo ou de société avec ses amis et ses frères. Elle s'enrichit. Mieux encore, elle dévore tout. Elle écoute, regarde, lit, admire et critique. Elle apprend alors comment créer un univers. Elle ne se doute pas encore, en regardant Excalibur avec sa grand-mère, que ce souvenir l'amènerait à créer La mort de Mordred, une de ses œuvres fétiches une fois adulte. Petite, mais déjà le caractère affirmé, bien que sous l'emprise de doute parfois, pour gagner un peu d'argent de poche, elle prend l'habitude de mettre sur papier les histoires qui découlent des différentes et célèbres enquêtes du jeu Les Mystères de Pékin. Les amis, les proches s'amusent de cette originalité et jouent le jeu en achetant les nouvelles fraîchement rédigées. Un jour, une idée. Elle sort son matériel d'art créatif, le papier journal, la colle, la peinture, mais aussi et surtout sa plume. Elle se donne l'objectif de créer son propre plateau de jeu en 3D. Des vallées, des montagnes, des grottes, des pions ouvragés, et bien sûr tout le concept littéraire et fictif qui va avec. Un véritable succès. C'est toujours involontairement qu'elle apprend l'art de créer, mais cette fois
en développant de manière structurée une idée du visuel aux écrits. Agathe est une jeune artiste passionnée qui s'ignore encore. Et pourtant, elle continue d'écrire à volonté des histoires, de s'imaginer les personnages avec l'œil de la plasticienne, de la dessinatrice professionnelle qui sommeille en elle. L'artiste en devenir décide aujourd'hui de s'initier à la guitare. Elle gratte toutes les semaines un peu mieux. Décidément, pour Agathe, l'art est une affaire de tous les jours. À l'école, ça se passe plutôt bien. Et au moment où l'adolescente doit choisir une voie, elle prend conscience, aidée de ses proches, qu'elle a peut-être une voie toute tracée, celle de l'art. Alors oui, après avoir pris l'option art plastique au lycée, après avoir été admise aux Beaux-Arts, Agathe obtient le diplôme national d'art plastique avec mention en design et graphique. Mais suite aux mauvaises expériences qui s'accumulent, elle ne gardera pas vraiment un souvenir exceptionnellement bon de ses études d'art. Elle gardera surtout en mémoire cette sensation de devoir fabriquer du contenu attendu, accompagné de descriptions attendues elles aussi par les équipes pédagogiques. Elle qui dessine en gardant en tête les consignes données par l'école, elle s'efforce de rendre des travaux esthétiques, avec sa patte bien sûr, mais pourquoi lui demander quel est le but de ses dessins, à propos d'œuvres encadrées par une école? Bien sûr, Agathe ne sait pas quoi répondre, elle dessine joliment, elle fait ce qu'on lui demande simplement. Le professeur à l'origine de cette demande ne comprendra pas qu'Agathe a besoin de liberté pour s'exprimer et ne peut développer son trait lorsqu'il est soumis à l'attente d'une organisation scolaire. La réaction très négative de l'enseignant bloquera la main de la dessinatrice pendant 10 ans. Un véritable blocage, une remise en question artistique, on le sait aujourd'hui, qui n'avait pas lieu d'être. Agathe est une artiste à n'en pas douter. Après cette mésaventure, mais le sourire aux lèvres, elle fait un petit pas de côté vers le graphisme et la communication en apprentissage dans une entreprise. Le succès et le plaisir sont au rendez-vous. Elle découvre une activité qui lui plaît vraiment malgré tout. Et ça se voit. Elle est embauchée pendant 4 ans dans une enseigne qui va lui permettre de développer une passion pour la communication visuelle. Puis elle ira faire un tour dans une plus petite entreprise où elle découvre l'autonomie totale, ce qui l'incitera par la suite à créer son statut de freelance en création d'identité visuelle, agatheboissonneau.fr. Tout comme l'ange et le démon, le yin et le yang, il y a Agathe et la satanée. Les deux se complètent et sont indispensables au bien-être de l'autre. Alors, après 10 ans à de temps en temps dessiner tout en ayant l'écho grotesque du professeur bien maladroit à l'esprit, qui la pousse à garder pour elle ou pour la poubelle ses œuvres, elle fait une rencontre. Une rencontre amoureuse qui, elle qui n'aime pas spécialement les contes à l'eau de rose, la fera pourtant chavirer. Il y a des belles rencontres, simples, mignonnes, mais il y a des rencontres au sens profond. Celles qui nous poussent à penser à cet adage très bateau, il n'y a pas de hasard. Adrien est un homme artiste, il a le sens du trait, de l'esthétisme. Mais son parcours, qui l'a forcé à rentrer dans une routine professionnelle parfois fade, l'a amené à ranger son matériel de dessin. À force de discussions, ils se découvrent des passions mutuelles, des idées communes, et l'art en fait partie. Ils se regardent, et tous deux prennent une décision. Nous allons faire vivre notre passion, et tant mieux si elle peut nous faire vivre. C'est marrant comme la vie nous offre parfois de véritables scènes de films romantiques et profondes. Noir fondu en apparition de l'image, un couple est là, dans le salon. Ils vivent une histoire d'amour, passionnée, mais simple. Leurs regards se croisent, l'œil est pétillant et amoureux. Ils se servent un verre et de quoi grignoter tout en se taquinant gentiment. Au milieu de la table, des pots, des boîtes remplies de crayons, Tipex, Posca et autres blocs de papier, parfois propres, parfois légèrement tachés de l'œuvre précédente. Pendant que l'un sert un verre, l'autre met la musique, et pendant 2-3 heures, ils dessinent passionnément. À leur rythme, leur cœur bat d'émotions créatives et amoureuses, il est tard. Ils ont ri, ils ont créé, les doigts sales et les paupières lourdes, ils sont accomplis.
L'esprit et le cœur est à l'équilibre total, fondu au noir de l'image. Agathe est une femme artiste, une femme à la vie active, une femme de notre époque, avec tout ce que cela comporte. Seule fille dans une fratrie de garçons, adolescente, étudiante, dans un milieu et dans une société où la femme est souvent stigmatisée, elle n'échappe pas chaque mois, chaque semaine, chaque jour, aux regards, aux gestes et aux invectives des hommes indélicats ou aux cons. Agathe, dont le trait est sombre, est sensible à l'art médiéval et au culte. Elle trouve son nom. Satan. Non, la satanée. Après tout, même si certains s'en rapprochent, pourquoi le diable serait-il encore un homme? Tout au long de sa vie, Agathe crée, réalise, confectionne. Elle invente des histoires, des univers. Mais en 2021, elle donne vie à une création unique, pleine d'amour, qui n'a pas été de tout repos. Elle est le fruit d'une relation en or. Une petite Abigail apparaît tendrement dans leur vie. Qu'est-ce donc? Serait-ce le début d'un soupçon de confiance en soi qui pointe son nez en cette année 2022? En réalité, Agathe a le doute. Elle qui a toujours été une manuelle et une créatrice, il manque un je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qui l'empêche de se sentir elle-même et émérite? Évoluant dans une société qui enfin parle d'égalité et surtout de droits des femmes, elle qui par le passé a été confrontée sans détour à l'insolence de certains, elle prend conscience du besoin de se réunir entre artistes, entre passionnés et surtout entre femmes, pour profiter sans penser aux regards et aux attitudes déplacées, parler de soi, s'exposer sans complexe, sans détour, assumer ses idées et ne pas économiser ses pensées qui pourraient être mal traduites par les idiots. Créer un lieu safe qui met en lumière des individus qui, pendant un instant, est un lieu de liberté totale pour la femme artiste. La femme artiste occulte, elle crée le collectif Femmes Obscures. Après des mois d'échanges et de collaboration avec Jade du Miroir Fou et Laura Kao, la première exposition de ces femmes artistes, parfois sombres, parfois mystérieuses, mais surtout fortes, a lieu. Ici, des photographies pleines de poésie dramatique. Là, des sculptures autant minérales qu'organiques, mais aussi des illustrations, notamment celle de La Satanée, qui est l'organisatrice de cette exposition. Elle qui dessine depuis toujours, elle qui a besoin de se sentir entourée par cet univers parfois fantasmé, qui la correspond et qui peut dénoncer. Elle qui n'a pas été ménagée par l'homme et par certains professeurs d'art, c'est pourtant bien elle qui ce jour réunit 21 artistes et qui captera l'attention de plus d'un millier de personnes captives par cet art, présenté par ces femmes obscures. Eh bien voilà, ça c'est fait. Nous accueillons aujourd'hui donc Agathe alias la Satanée. Bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir permis donc de faire cette petite rétrospective sur ta vie. Mais bien sûr, j'espère qu'elle sera encore bien riche à l'avenir. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire d'entendre comme ça cette vie un petit peu en mode fiction, drama? Ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça ouais, marrant, touchant, mais c'est vrai que c'est drôle, on sent vraiment ta patte féerique, un peu conte de Noël finalement, et c'est marrant de voir tous ces événements qui moi me paraissent assez banals, romancés comme ça. Voilà, donc j'ai bien aimé l'exercice, un peu en mode téléfilm d'M6. Oui, c'est ça. Voilà. Carrément. Ou un peu de la housse. Ouais, c'est ça. Merci pour l'expérience. On va parler de toi, de ton art. Tu es donc une dessinatrice, illustratrice. Tu as fait les beaux-arts, on l'a vu tout à l'heure dans la bio. Qu'est-ce qui t'a inspiré, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cet univers-là, plutôt obscur, médiéval? C'est quand même assez particulier. C'est quoi en fait tes inspirations? Alors, je pense que comme beaucoup d'artistes, ça vient de l'enfance. Il y a deux choses qui se sont jouées, je pense, dans l'imagerie à laquelle j'ai été confrontée quand j'étais plus petite. Il y a d'une part
Je me souviens très clairement d'un soir dans le salon avec mes parents où passer à la télé, j'imagine que ça devait être la période de Noël, justement, donc ça tombe bien. Ok. Passer Édouard aux mains d'argent de Ah Tim ouais, Burton. bien sûr. Et pas sûr qu'il soit sorti à cette époque-là, je me souviens pas, mais en tout cas, il m'a énormément marqué. Et en parallèle, on était allé au cinéma avec l'école, alors j'étais peut-être en primaire, voir un film. Je crois qu'on avait vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, où vraiment tout se joue à Noël. Ah ouais, toujours. Et juste avant, il y avait un petit court-métrage qui avait été fait par Tim Burton aussi, qui s'appelle Vincent, sur Vincent Price. Oui, je vois, ouais. Et du coup, là, l'esthétique Tim Burton m'a énormément marqué. D'ailleurs, je me souviens que au collège, lycée, je faisais un peu des dessins, des personnages filiformes avec des gros yeux. Voilà. Ok. Donc ce côté macabre et tout ça. Il y avait le dessin animé Beetlejuice, voilà. Et d'un autre côté aussi, il y a une grosse influence de mes grands-parents paternels, Ok. qui, mon grand-père notamment, était passionné d'héraldique. Et du coup, il avait créé un blason pour la famille. Ok, Mon nom ouais, de jeune je fille, vois c'est bien. Sauvageau. Ok. Et donc, il avait créé le blason Sauvageau que chaque personne Sauvageau a chez soi. Bref, il y a ça. Et puis, ils ont toujours aimé chant médiéval, folklore médiéval, folklore aussi du Nord, enfin Ouais, celte un celtique, peu. celte. Et chez eux, il y avait 3 cassettes vidéo quand on était petit. Il y avait Excalibur de Borman, qui est sorti en 84 ou 87, je ne sais plus, qui raconte la légende du roi Arthur. Il y avait Le Viking avec Kirk Russell, je crois, pareil, qui est de la même époque et qui raconte une légende viking, d'un guerrier viking. Et il y avait Le Tour du monde en 80 jours. Ok. Donc on avait ces vidéos, on les a regardées incalculable 2 fois. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est Excalibur. Excalibur. Parce que on retrouve vraiment toute la légende arthurienne, tout ce truc, toute cette mythologie, cette féerie, cette époque sombre où on sort des légendes polythéistes et on rentre dans la chrétienté. Oui. Voilà, et donc en fait c'est mes 2 univers exactement, En finalement. fait, c'est ça, ouais, c'est Je ça. le dis et je me rends compte en le disant, c'est il y a les légendes d'un côté et il y a la chrétienté de l'autre, parce que je suis aussi très inspirée par l'art religieux. Bien Et sûr, donc ouais. voilà, c'est ça, voilà, tout ça dans une atmosphère très brumeuse de Moyen-Âge, voilà. Et d'ailleurs, il y a une de mes œuvres qui est directement inspirée de ce film, qui Oui. s'appelle La mort de Mordred. Justement, quand on parle d'enfance, t'étais une petite fille. À ton tour, t'as eu une petite fille en 2021, une petite Abigail, c'est bien ça? Ouais. Et donc on l'a vu aussi malheureusement dans ta vie. Donc comme tu es une femme, bien sûr, tu n'y as pas échappé. Tu as eu quelques gentils mots d'esprit de certains hommes. Quand tu as eu cette petite Abigail, est-ce que ton côté féministe s'est peut-être un peu plus développé particulièrement à ce moment-là, ou qu'est-ce que... Bah oui, forcément, quand on sait que sa progéniture va très certainement subir la même chose que ce qu'on a subi, ben ça fait... Enfin voilà, moi j'ai envie de... Ça donne envie de faire mieux et de l'armer mieux que moi je n'ai été armée. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai acceptées. Bon, déjà, maintenant, avec MeToo et tout ça, on en parle plus. Bien sûr. Et surtout, on n'accepte plus. Mais moi, quand j'étais ado, c'était normal. Enfin, c'était Ou la juste question se bon, posait même on se pas, fait ouais. tout le temps aborder. C'est Tu ça. sors dans la rue, t'as 10 gars qui te parlent. Bon, bah oui, c'est le lot de toutes les femmes. Pas de quoi en faire une histoire, mais Bien sûr. c'est maintenant qu'on le remet vraiment en question et qu'on dit stop. Et moi, j'ai envie que... J'aimerais qu'Abigail, qu'elle soit assez sûre d'elle pour refuser tout de suite et pas subir pendant 20 ans. C'est ça, et au bout ouais. de 20 ans, se dire non, cette fois, Disons que c'est un dis non, quoi. objectif de mère de donner les bonnes armes au C'est bon ça. moment, quoi. J'ai envie de trouver l'équilibre pour qu'elle soit pas terrorisée Non par plus, ouais. les hommes, mais Bien sûr. qu'en même temps, elle sache que non, elle a pas accepté ça, que c'est pas normal et qu'il faut pas se laisser faire et tout ça. Donc forcément, ça m'a énormément influencé. Et puis il y a aussi l'envie de lui montrer qu'on peut faire plein de choses. Donc ça m'a aussi motivée pour mes projets, mais aussi pour on en parlera sûrement plus tard, mais pour la création de Femmes Obscures, parce que de dire Justement, regarde, voilà. on peut faire ça. Si on
je sais pas comment te dire, mais si on s'y met vraiment, si on se focus sur un truc, on peut y arriver, quoi, malgré, Ok. malgré les obstacles. Et justement, comme tu en parles, hein, on peut passer à ces questions, il n'y a pas de souci. T'as créé le collectif Femmes Obscures. Bon, j'allais dire, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le faire? Mais je crois voilà, on a déjà eu un début de réponse, mais si tu pouvais développer pour créer pardon, ce collectif, qu'est-ce qui t'a inspiré? C'était quoi exactement ton objectif? En fait, Femmes obscures, au départ, c'est venu d'une envie très égoïste. Moi, j'ai toujours voulu exposer mes œuvres. Être dans une galerie, avoir cette espèce de reconnaissance, voilà, artistique, Bien sûr. de voir mes œuvres dans un lieu dédié à l'art. Mhm. Et quand avant d'être à Nantes, on habitait à Paris, j'avais démarché quelques galeries, j'avais pas de réponse ou des réponses négatives, mais la plupart du temps zéro réponse. Pourquoi je m'embête? Moi, je vais louer un lieu et je vais faire mon truc. Je vais louer, je sais pas, 4 semaines, un mois. Je vais dire, voilà, exposition la satanée. Mhm. Et je vais payer de ma poche et puis je vais Bien sûr, exposer ouais. mes trucs et puis je vais faire le truc comme j'ai envie, quoi. Quand je suis arrivée à Nantes, il y avait déjà plusieurs artistes que je suivais nantaises, dont Jade le Miroir Fou, Mhm. et avec qui on échangeait un peu sur Instagram. Et un peu au même moment, je lui avais proposé, voilà, vu que maintenant on est proches, pourquoi pas se rencontrer le jour du rendez-vous fixé. Donc en montant dans la voiture, je me dis, mais en fait, pourquoi je le ferais pas avec d'autres meufs, ce truc? Parce que j'étais déjà dans une démarche de le maximum de choses que je peux faire avec des femmes, je le fais, quoi. Le temps du trajet qui a duré 15 minutes, je suis arrivée, je dis salut, je m'appelle Agathe, toi c'est Jade, ah bah on est fait pour s'entendre, on a toutes les deux des noms de Pierre. Et puis Ah sinon oui. j'ai une idée d'exposition et on s'appellerait Femmes Obscures. Et du coup, voilà, on a tout de suite, déjà on s'est tout de suite super bien entendu. Et puis elle a aimé l'idée, on a réfléchi à qui d'autre sur Nantes, bah Laura Kao, qui était aussi sur Nantes à Mhm. l'époque. Et il y avait aussi l'artiste Ertemel à la base qui fait plus partie du collectif et qui était avec nous pour la première Mhm. édition. Entre femmes, la dimension féministe, elle s'est imposée en fait parce qu'on s'est dit Finalement, ouais, je bah en comprends. fait on Bien est sûr. entre femmes, on essaye de faire notre place, quoi. Mhm. Donc pourquoi pas en faire un tremplin pour d'autres. Du coup bah pourquoi pas inviter aussi d'autres artistes et pas être que toutes les quatre. C'est ça, ouais. Et Toutes puis les idées pourquoi pas se le faire sont. tous les ans pour vraiment donner une plateforme et que ça devienne un peu connu Ouais, et ouais, bien un peu sûr. faire je le dis grossièrement, mais un peu le Hellfest artistique, Ouais, mais ouais. féministe, voilà, Ouais, bah, enfin, c'est un voilà, peu de cette l'art, quoi. impression-là, Bah vue de oui, c'est ça, l'extérieur, c'est bien exactement sûr, ouais, ça, ouais. quoi. Imposé gentiment, féministe, mais qui s'est imposé quand Mm, même, et t'as su l'accueillir bras grands ouverts, mm. visiblement, et c'est très bien, puisque t'en fais profiter d'autres. Qu'est-ce que ce féminisme apporte dans ta patte, dans ton art? Au départ, ça m'a posé un peu un dilemme, dans le sens où je me disais, moi je dessine beaucoup de corps de femmes, et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je participe pas un peu à cette culture patriarcale en dessinant que le même type de femmes et tout ça, D'accord. mais en même temps j'ai pas envie de dessiner des femmes autrement, enfin, j'ai pas envie de me forcer non plus à faire pour faire parce que ça fait féministe de faire, tu D'accord, vois. ouais. Et en fait finalement petit à petit j'ai trouvé ma façon de rendre de faire transparaître mon Mmh. féminisme dans mon art. Pas en étant forcément inclusive dans les formes de corps, mais par exemple, une des dernières œuvres que j'ai faites qui s'appelle La Sorcière, c'est une danse macabre, hein, avec une femme au centre. À ses pieds, il y a un tas de corps masculins décapités, et elle-même sur un plateau, elle a la tête d'un homme, et puis les squelettes autour jouent avec les autres têtes décapitées D'accord, des hommes. oui. Et je pense que ça dit assez clairement ma misandrie latente. Donc voilà, voilà, je trouve un moyen au moins d'exprimer cette rage féministe. Peut-être un peu plus sur le style de ton trait. C'est assez minimaliste, presque du pointillisme parfois. Mm. Bah, finalement, une œuvre standard. Alors standard, c'est un grand mot, mais admettons, voilà, pour que ça parle à tout le monde, une feuille A4. Voilà, sur une feuille A4 avec une petite Marie-Louise sur les côtés. Ça te prend combien de temps de faire un dessin? Alors ça dépend, j'imagine, mais est-ce qu'on peut faire une moyenne, Ouais, quelque chose? bah, en tout avec parce qu'il y a plusieurs étapes, il y a trouver l'idée, je fais des recherches iconographiques sur internet ou dans mes livres et tout ça, des inspirations, le truc qui naît dans mon esprit, après je fais le croquis,
Et puis après, il y a l'ancrage. Bon, ça, c'est la partie la plus longue, hein. Bien sûr, ouais. Évidemment, les petits traits, on est un peu, entre le pointillisme et la gravure, quoi. Oui, c'est ça. Parce qu'on peut le Ça, c'est dire, hyper hein, long. on peut le dire au niveau des couleurs. Ta particularité, c'est noir et rouge. Oui. Ah bah oui. Ah, voilà, parce que bon, c'est ouais. vrai que je l'ai pas dit, Oui. mais c'est noir et rouge. En fait, c'est noir et blanc. Noir et Une blanc. petite pointe de Oui, c'est rouge ça. qui vient rythmer, on va dire, Oui, la oui. composition, quoi. Et puis, il n'y a pas de grands aplats de blanc. Il y a beaucoup de Non, ouais, touches, de textures. c'est C'est ça. ça aussi, hein. C'est ça qui prend un temps Bah voilà. considérable. Et à chaque fois, par exemple, tu parlais des arbres avec des feuilles à Voilà. feuilles, bah, je me dis, mais pourquoi j'ai fait des arbres Ah ouais, ouais. au bout d'un moment? Alors, ils sont très Ouais, beaux, ça rend ouais. très bien, mais Ouais, alors, ouais, c'est très très long, ça fait mal au poignet. ouais, j'imagine. Voilà. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un investissement physique de Bien faire sûr, ouais. ces dessins. Et donc voilà, tu l'as dit, on en parlera aussi tout à l'heure, tu t'exposes certaines fois dans tes œuvres, tu en vends aussi. Mais l'art, en règle générale, est-ce que tu peux nous dire, toi qui le fais, qui fabrique l'art, euh, quand on s'offre une œuvre d'art, peu importe le prix, c'est souvent un peu cher, hein, on va pas se voiler la face. Mm. Quand on s'offre une œuvre d'art, on s'offre quoi, en fait? Déjà, au niveau du prix, il faut savoir que quand on achète une œuvre en galerie, il y a la commission de la galerie qui est de 40 voire 50%. Ok, Donc l'artiste ne touche que 50% bien sûr, ouais. du prix. Énorme. Et la TVA qui va directement à l'État, cadeau. Et voilà. Et donc du coup, déjà c'est pas le prix enfin voilà, l'artiste ne touche pas ça. Après c'est normal que la galerie prenne son pourcentage, elle a des charges, enfin voilà, tout plein de choses qui rentrent Oui, c'est pas en un compte. jugement, mais Oui, c'est oui. Non, juste mais concrètement. Oui, j'explique oui, parce que voilà. souvent les Oui, gens oui. se demandent, ah mais à 3, même s'il y a le cadre qui est très beau, parce que on n'a pas parlé aussi, mais Oui, les c'est vrai. cadres Oui. font partie de mes œuvres. Soit c'est des cadres chinés, soit c'est des encadrements qui sont faits par la société Artem à Nantes et qui ont un coût, évidemment. Voilà, donc ça fait partie de l'œuvre, mais c'est aussi un coût à prendre en compte. Donc une œuvre à 1400 €, au final, c'est pas ce qui me revient, Non, quoi. non, Surtout bien que moi, sûr. après, je paye l'URSSAF, bon, bref. Voilà, La bon, vie ça. d'entrepreneur, quoi. Voilà. Donc ça, pour le prix, c'est une chose. Après, qu'est-ce qu'on achète vraiment quand on achète une œuvre originale? Ça va être très cliché, mais on achète un morceau de l'âme de l'artiste, déjà. Parce que on achète mon univers, mon imaginaire, l'histoire que j'ai voulu raconter, un peu de moi, un peu de ma tendinite au poignet, un peu, Déjà, ouais. voilà, mon temps, voilà, et on achète quelque chose d'unique que personne d'autre n'aura, parce que en plus, moi, c'est du dessin traditionnel, donc il n'y a pas d'autres exemplaires. Mhm. Une fois qu'il est parti, il y en a plus, quoi. C'est ça. Si jamais moi je les scanne et tout, donc je peux les réimprimer, mais ce sera jamais l'œuvre L'authentique. originale. On n'a pas la même texture, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et puis surtout, quand on achète une œuvre originale, on fait vivre un artiste. Et si on n'a pas d'artiste, le monde y meurt. Voilà. Donc quand on achète une œuvre, on fait vivre le monde. On va passer sur la partie actualité. Je crois que tu as 2-3 choses à nous dire. Alors c'est parti pour la partie actualité. Agathe, est-ce que tu as une actualité en ce moment ou à venir? Alors, en ce moment, j'expose mes œuvres à la Monstrueuse Galerie, rue de Strasbourg, qui est une galerie qui a fêté ses 1 an, là, juste au moment du vernissage, avec une très belle fête d'anniversaire. Il y avait un petit concert, c'était très sympa. Voilà, l'exposition s'appelle Danse Macabre, c'est une exposition collective, donc il y a 2 autres artistes, donc il y a moi, il y a l'illustratrice nantaise Caps Marie et un sculpteur qui s'appelle Siméon. Voilà. Et donc tous les 3, on a réinterprété ce motif de la danse macabre et vous pouvez y retrouver mes œuvres jusqu'au 1er février 2025. Vous pouvez les acheter aussi, ce sera avec plaisir. Et on peut y retrouver la fameuse œuvre de la sorcière dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, oui, la pièce centrale, il y a la sorcière. Et d'autres œuvres inédites qui n'ont jamais été montrées, même pas sur mon feed Instagram pour l'instant. Donc si vous voulez découvrir tout ça en exclusivité, c'est jusqu'au 1er février à la Monstrueuse Galerie, rue de Strasbourg, à Nantes. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors bien sûr, il y a autre chose. Tout à l'heure, on a parlé de Femmes Obscures, donc on a fait la première édition
en mars de cette année, qui a rencontré un franc succès, comme tu l'as si bien raconté dans le Polaroid. Et donc on remet ça évidemment en 2025, toujours aux ateliers de beach. Je m'étais dit que j'allais annoncer les dates, mais en fait, elles n'ont pas été annoncées officiellement encore. Donc je dirais simplement que c'est en mars 2025, aux ateliers de beach, que l'affiche avec la liste des artistes sortira le 1er janvier. Donc restez bien connectés sur le compte Instagram de Femmes Obscures. Vous aurez toutes les infos. Il y aura une soirée de vernissage comme cette année, un concert, et il y aura même une tombola. Très bien, et c'est vrai que bon, le Polaroid portrait, t'étais consacré, donc j'ai beaucoup parlé de toi, mais tu l'as redit tout à l'heure au début de cette interview. Est-ce que tu pourrais juste redire avec qui tu collabores pour faire Femmes Obscures? Parce que c'est vrai que j'ai vraiment mis l'honneur sur toi, mais on peut dire que c'est aussi une équipe. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un travail d'équipe, faut vraiment le souligner, parce que ça serait pas possible sans elle. Donc on est 3 dans le collectif, donc il y a moi, il y a Laura Kao et le Miroir Fou, donc Jade, qui voilà, c'est une entreprise qui marche à 3. Voilà. Et Voilà. elles sont aussi sur les réseaux. Oui, effectivement, Et elles sont voilà. sur les réseaux. Le Miroir Faux, c'est le Miroir Faux tout Mhm. simplement. Laura Kao. Et puis bon, on peut les retrouver via aussi les Voilà, Femmes elles sont Obscures. aussi taguées sur le compte de Femmes Obscures. Voilà. Voilà, citées aussi sur le site internet. On a un super site internet qui nous a été fait par Laura, qui reprend toutes les infos. Et toi, peut-être préciser ton Instagram, parce que tu parles des Ah autres, oui, mais c'est le vrai. tien, c'est quand même important. Effectivement, eh bien, le mien, c'est la tiré du bas, comme disent les vieux, satané. Voilà, Très tout bien. simplement, sans accent. Voilà. Très bien, mais écoute, Agathe, tu sais que ce petit podcast que je fais maintenant depuis plusieurs mois s'appelle Polaroid Portrait. C'est vrai. Donc c'est le moment du Polaroid pour Ouais. mettre sur l'illustration. Alors tu vas faire ta plus belle pause. Ouais. Tac. Eh ben merci beaucoup pour ce petit cliché. Merci à toi. La musique et les livres rythment son enfance pendant laquelle il découvre les Beatles et c'est une révélation. Après des années de pratique instrumentale, la littérature éveille soudainement sa vocation artistique. Son quotidien s'écoule entre lecture, musique et introspection. Au moment de son histoire où son moral est au plus bas, il trouve une vieille guitare et il commence à composer. Ce sera pour lui le début d'un projet musical qui ne cessera de le tirer vers le haut. Entrez avec moi dans l'univers d'un artiste pour qui l'art est une véritable vocation. La fois prochaine, ce sera un peu plus musical, avec un artiste qui s'appelle Étienne Sauvage. Écoute, Agathe, merci beaucoup de nous avoir fait partager ta vie qui, j'en suis sûr, aura permis à beaucoup d'entre nous de prendre peut-être un peu d'assurance dans nos projets tout en gardant la tête bien ancrée sur les épaules. Merci beaucoup à toi. Merci Paul. Et je rappelle qu'on peut retrouver donc tes œuvres à la Monstrueuse Galerie en ce moment, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, rue de Strasbourg à Nantes, c'est jusqu'au 1er février. 1er février. Et puis par la suite, il y aura donc la fameuse exposition Femmes Obscures. Donc à suivre sur ton Instagram notamment. Voilà, et bien écoutez, ce Polaroid portrait est terminé. C'était donc la Satanée et Paul Donaté. Je vous dis merci et à très bientôt. Le mot d'ordre de Autos Factory est rêve. Outre le fait de créer, enseigner ou de produire des événements, c'est par le biais de ces diverses activités que nous souhaitons faire développer la culture. Otto est un personnage créé de toutes pièces pour le spectacle du même nom, qui est l'un des premiers spectacles long format en France de changement rapide de costumes avec 75 costumes. C'est à travers le prisme de ce personnage que nous invoquons le théâtre, la féerie, la magie, mais aussi tout l'enseignement et le matériel pour y aboutir. Retrouvez donc toute notre actualité sur le site internet et les réseaux sociaux Autos Factory.